Ça me fait vraiment plaisir là, de partager ça avec vous. C'est un beau moment. D'ailleurs, les foires aux questions virtuelles ils ont été imaginés pour recréer un peu l'ambiance que vous auriez vécue lors d'une fête des semences en présentiel. Même en fait, je pense qu'on va aller un petit peu plus loin là, qu'est-ce que vous auriez normalement vécu en présentiel. Je tiens à souligner le travail d'adaptation de tout le monde ici présent, tant au niveau de l'organisation que de la participation, parce qu'on le sait que s'adapter à une nouvelle réalité, ça demande un petit effort. Alors, je vous remercie d'être présent. Je vais vous partager quelques détails techniques. Cet événement-ci va être filmé et rediffusé. Donc, c'est un bon moment si vous voulez éteindre votre caméra, si vous ne voulez pas être filmé. Vous allez pouvoir poser des questions à la suite des 3 présentations de nos intervenants. Vous avez 2 options pour poser les questions. La première option, c'est de lever la main. Pour lever la main, vous cliquez sur le bas de votre écran, de votre fenêtre Zoom. Il y a Réaction, vous cliquez dessus, vous allez voir l'option Lever la main. Ou sinon, si vous avez une version antérieure, là, près de Participants, vous allez avoir l'option Lever la main. Ça va être écrit aussi dans le chat si jamais, pour un petit rappel. Ou vous pouvez écrire directement vos questions dans le chat, puis on va les regarder là, en ordre d'arrivée, en ordre de priorité. Également, j'aimerais vous inviter à remplir le formulaire d'appréciation. Si ça n'a pas déjà, été fait, on a un formulaire d'appréciation sur l'événement dans son entièreté. Le lien va être dans le chat disponible. Si vous participez, vous courez la chance de gagner 2 paquets cadeaux, gracieuseté de la boutique du Jardin botanique de Montréal. Et vous pouvez aussi gagner des laissez-passer pour le jardin. On aimerait ça avoir vos commentaires là, sur la version virtuelle de l'événement. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter nos 3 invités de cette foire aux questions. Nous avons Clémence Ballet de Partage ta terre. Clémence, est-ce que tu veux nous saluer? Bonjour, Bonjour Clémence, ça va bien? ça va bien et toi? Oui, ça va, merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que Comme, je présente tout de suite le comme, projet? non, c'est ça. Comme deuxième invité, nous avons Téprine Baldo de Semences Le Noyau, Zombie Seeds. Est-ce que tu es là, Téprine? Allô, bon matin, bon dimanche. Merci Bon d'être là. dimanche. Merci à toi d'être là. C'est un plaisir. Et puis, nous avons aussi Patrice Fortier de la Société des plantes. Bonjour. Bon matin. Ouais. Merci d'être là. Alors, je vous explique, c'est ça, on est fin prêt là, à écouter nos invités qui vont nous faire une petite présentation. Ils vont nous parler un peu de leur métier, de leur expertise. Puis, à la fin des 3 présentations, on va passer là, en mode question. Alors, je pense qu'on pourrait commencer avec Clémence Ballet de Partage ta terre, qui nous a confié un peu plus tôt là, qu'elle aime bien penser à tous les projets puis à tous les jardins qui vont apparaître un peu partout cet été. Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'engouement là, avec les jardins, surtout en milieu urbain. Clémence, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de Partage ta terre? Oui, merci Julie. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Bon, en fait, moi, c'est un petit peu particulier. Je ne suis pas semencière. Aujourd'hui, je viens vous parler en tant que citoyenne, comme vous. En fait, avec d'autres citoyens de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie à Montréal, on a fait le constat qu'il y avait beaucoup de personnes qui cherchaient un terrain ou jardinier, qui n'avaient pas accès à la terre, et beaucoup de terrains qui étaient inexploités dans notre voisinage. Donc, on a eu cette idée de créer un petit peu des jumelages entre les gens qui veulent jardiner et les gens qui ont des terrains inexploités. Puis, l'initiative s'appelle Partage ta terre. C'est porté en fait par l'organisme Solon Collectif. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, un organisme qui est dans Rosemont-la-Petite-Patrie, un organisme à but non lucratif. Puis donc c'est ça, en fait, on avait vraiment envie déjà de créer des liens de proximité entre les voisins, surtout en ce moment, on pense que c'est vraiment important. Puis d'aller assouvir notre besoin de mettre les mains dans la terre et puis de participer à notre autonomie alimentaire. Donc, on a plusieurs sous-objectifs là-dedans. En fait, c'est ça, on veut vraiment donner un accès à la terre aux citoyens. Il y a aussi un objectif de verdissement, d'embellir nos milieux de vie. On considère que c'est quand même important. Puis, créer du lien social en allant à la rencontre de ses voisins, participer à son autonomie alimentaire en développant ses connaissances et également participer à la transition écologique. Donc, l'idée, c'est qu'à partir de mars, on va rechercher activement des prêteurs de terrain. Et puis, peut-être avec l'aide des jardiniers qui cherchent aussi des terrains, on pense faire aller un petit peu de porte à porte pour aller
rencontrer nos voisins et voir s'ils acceptent de nous prêter leur terrain. Et ensuite, on va créer des jumelages en avril-mai. Puis, on va aider un petit peu le processus à se faire à travers la saison. Donc, on a développé une charte, une petite entente qui va être signée entre les prêteurs de terrain et les jardiniers, qui va vraiment s'adapter en fonction des besoins de chacun et du contexte. Et puis ensuite, jusqu'à la fin de la saison, on va accompagner ces personnes à réaliser ces petits jumelages. Donc aujourd'hui, on avait vraiment envie d'entendre votre avis sur ce projet, de voir si ça vous parle, de voir pour quelles raisons vous aimeriez participer, et puis de nous aider peut-être à avancer dans le processus pour penser à des petites choses auxquelles on n'aurait pas pensé pour mettre ça en place pour 2021. Super, merci Clémence. Super intéressant. On a hâte de te poser des questions par rapport à ça. On poursuit avec Téphrine Baldo des semences Le Noyau Zombie Seeds. Pour qui son moment préféré là, dans sa semaine de travail, c'est lorsqu'elle est à l'extérieur avec les oiseaux et le vent, entre autres. Téphrine, est-ce que tu veux nous présenter un peu ton entreprise? Oui, absolument. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par dire que moi, je suis sur un terrain non cédé des Abenaki qui longe la frontière des Haudenosaunee, alors les Mohawks, et que je bénéficie d'un privilège d'un peau plus pâle qui me donne accès à plus de la terre, accès à des prêts bancaires, accès à beaucoup plus de... Je bénéficie d'un système colonial. Alors, mon travail sur la ferme est de travailler dans cet privilège pour me décoloniser et décoloniser le travail d'agriculture, qui a un historique d'appropriation de terrain des Autochtones. Je veux vous présenter ma ferme avec un petit slide. Alors, je vais faire un share screen. Vous pourriez me dire si vous voyez. Est-ce que tout le monde voit la présentation? Je vois que tu partages ton écran. Pour l'instant, c'est noir. Oui, c'est ça. Oui, OK, c'est ça. Super. OK. Alors, Semences Le Noyau est une ferme biologique ici à Stanbridge, dans le sud du Québec. Nous, ça fait environ 5 ans que je travaille la terre. Originalement, j'étais à Fredericksburg. Je suis très heureuse et honorée d'être avec M. Patrice Fortier aujourd'hui, que j'aime beaucoup et que je respecte énormément. J'ai 2 petits-enfants, alors on travaille toujours ensemble sur la ferme avec mon mari qui est photographe. J'ai hérité d'un terrain Monsanto. Alors, nous, on est en train de refaire le terrain avec beaucoup d'amour, un sol vivant. On utilise le BRF sur notre sol. On essaie de rapporter du mycélium. On utilise des approches agroécologiques et permaculturelles. On voit déjà des changements dans notre terrain. Je bénéficie aussi comme agricultrice enregistrée de subventions du MAPAC. Alors, on essaie de ramener la vie des animaux et des oiseaux et tout ça. On produit des plantes maraîchères autant que des fleurs, des haricots que j'aime beaucoup, beaucoup, des 3 sœurs, des concombres, des courges. Et le travail les gens ont demandé dans une autre présentation comment est-ce qu'on reproduit des patates. Alors, j'ai partagé des semences de patates. Je travaille aussi avec des semenciers autochtones qui me guident et qui me donnent beaucoup de sagesse. Alors, Janice Brandt, qui est une semencière à Six Nations, à Tyendinaga, et Stephen McCumber, qui est un semencier Mohawk, me soutient énormément, me partage la sagesse de leur connaissance et de comment changer ma vision envers les semences comme des êtres vivants. On a aussi des maladies cette année, des maladies et des pestes, alors je pourrais vous en partager un peu d'informations. Changement climatique, on a eu un gel de 3-4 jours qui a tué beaucoup, beaucoup de mes haricots.
Et je fais des projets de breeding, de production de carottes avec des agriculteurs. Alors, je m'amuse beaucoup avec les bisannuels. Je fais des tests, je compare mes semences avec d'autres compagnies pour voir la vigueur et tout ça. Alors, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, comment on peut améliorer les semences de bisannuels ici au Québec. Ça, c'est une fleur de carotte. Et aussi, cette année, je m'intéresse beaucoup aux plantes médicinales et tout ce qui est comme production de... Ah oui, et ça, je voulais juste vous... Ça, c'est des croisements de semences. Alors aussi, de parler de ça, des croisements de semences. Oui, et les plantes médicinales, alors tout ce qui est stratification des semences à l'extérieur, je me lance beaucoup plus là-dedans cette année avec des techniques que j'ai appris d'autres semenciers. Et pour finir, je fais aussi un projet qui s'appelle Zombie Seeds, qui est un projet d'art, agriculture et activisme avec des artistes femmes. Je voulais... moi, je suis quelqu'un de très visuel, alors je cherchais comme une manière d'apprendre comment faire l'agriculture ou même un jardin avec des images. Alors, j'ai demandé à des femmes de m'aider à créer un calendrier de production et des sachets de semences hyper visuels. Je les donne des légumes ou des fruits. J'ai dit, vas-y, créez ce que vous voulez là-dedans. Et là-dedans, on travaille ensemble un peu dans une approche collective où est-ce que le plus d'argent que moi je fais avec ce projet, le plus qu'elles ont accès à de l'argent aussi, parce que artistes et semencières, on doit s'aider. Et c'est plus ou moins ça. Je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui et j'espère que je serai capable de répondre à vos questions avec mon expérience de 3 ou 4 ans. Donc, merci. Et ça, c'est ma famille maintenant. Je voulais juste vous montrer ma famille maintenant qui s'en vient. Ils ont grandi de 5 ans et c'est mes petits bouts. Je les aime beaucoup. C'est ça. Merci. Merci, Téprine. Super présentation. Merci, merci d'être toi. Super, super intéressant. Notre dernier invité, et non le moindre, nous avons Patrice Fortier de la Société des plantes, qui nous a confié un peu plus tôt là, que son moment préféré, c'est la fin de la journée, lorsque tout est calme, puis qu'on entend presque juste les insectes pollinisateurs qui ne veulent pas cesser de butiner. Donc, bonjour Patrice, je te cède la parole. Bonjour, et je suis vraiment impressionné par ta présentation, Téprine. Moi, je pense que j'étais Ouais. vraiment étourdi par les ventes de semences. Là, je n'avais pas saisi qu'il fallait préparer quelque chose. Alors, je vais juste vous improviser un peu qu'est-ce que c'est la Société des plantes. Bon, ça fait 20 ans, en fait, en janvier. Le 1er janvier, on a célébré les 20 ans de la Société des plantes. Bon, quand j'ai démarré en janvier 2001, j'improvisais un peu le métier. J'aurais beaucoup aimé pouvoir posséder le bagage que j'ai aujourd'hui ou que quelqu'un me le transmette. Donc, j'ai appris beaucoup de mes erreurs et on a été soutenu par quand même vraiment un bon public de jardiniers toutes ces années qui ont vécu les améliorations. Et puis, en fait, c'est sûr qu'en s'améliorant, on a peut-être moins de temps pour parler au téléphone aussi parce que on a plus de clients et puis on doit gérer plus de choses. Donc, c'est parti d'une micro-entreprise issue d'un projet, d'une démarche artistique universitaire qui m'a amené à travailler avec le vivant. Et puis, mon but, en fait, mon utopie personnelle, c'était d'intégrer de la poésie dans l'agriculture, quelque chose comme ça, d'aussi vague que ça au départ. Ce qu'on essaie toujours de faire, entre autres, bon, comment ça peut se manifester aujourd'hui, c'est d'intégrer une approche musicale dans la fertilisation des légumes pour l'organisme de certification, comme on joue des morceaux d'accordéon moldave à une plante qui vient de la Moldavie, des choses comme ça.
essayons de ne pas juste tomber dans le quantitatif tout le temps parce que je crois que c'est comme un danger qui nous guette. Donc, on essaie de retrouver un rapport qualitatif et une connexion avec le monde végétal comme privilégié. Ça peut devenir très étourdissant. Je veux dire, on gère quand même beaucoup de superficie pour arriver à vivre de la terre. Donc, on essaie de ne pas perdre ça. Avec le temps, on a développé, je suis content d'avoir développé certaines techniques qui me permettent de produire des semences comme dans le Bas-Saint-Laurent, ici, en zone quand même plus nordique. Ce n'est pas une zone privilégiée au départ pour la production de semences, mais je crois fermement qu'il y a des avantages dans beaucoup de zones non privilégiées. Et puis, comme on a vu, les zones privilégiées comme l'Oregon, bien, ils ont eu des graves incendies cette année, donc c'est important d'implanter des productions de semences dans des régions marginales. Entre autres pour avoir des lignées de plantes qui sont bien adaptées à ces régions-là, mais aussi parce que pour s'assurer une production de semences locales dans tout le Québec. Donc, parfois, il faut réinventer les techniques d'horticulture. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup occupé ces dernières années. C'est d'essayer le fait d'avoir étudié en art plastique, souvent, je pense que ça aide à juste partir de zéro et puis avoir la tête dure, un peu pas vouloir faire ce qui est écrit dans les livres. Donc, par exemple, pour les productions de semences de laitue, si on les part au printemps à Kamouraska, elles n'arrivent juste pas à maturité parce qu'on est 3 semaines plus tard que le sud de la province ici. Donc, j'ai essayé différentes dates de semis l'année précédente. Donc, souvent, je vais transformer les annuels en bisannuels pour arriver à avoir des semences au bout du compte. Donc, je crois que c'est une des particularités de ce qui se passe chez nous, c'est d'essayer de trouver des façons d'être capable de produire des semences de qualité dans une zone qui n'est pas optimale au départ et partager ces façons de faire-là avec vous, avec les jardiniers, éventuellement, et offrir une génétique de plantes qui vont résister à des endroits venteux et plus frais comme chez nous, parce que c'est sûr que beaucoup de plantes qui sont sélectionnées dans des zones plus humides et plus calmes, ils vont être peut-être moins adaptés à des zones de bord de mer. Il y a de plus en plus de tempêtes très fortes. Donc, c'est des choses qui m'occupent tout le temps, trouver ces génétiques. Et voilà, je crois qu'on va s'étendre plutôt dans les questions. Parfait, merci Patrice. Merci. Oui, c'est ça. Donc, on est rendu à la période de questions. Comme je vous ai déjà mentionné, vous avez 2 options. Soit vous inscrivez les questions dans le chat. Il y en a certains qui ont déjà commencé. Puis, ou sinon, vous levez la main, puis à tour de rôle, je vais vous nommer. Vous pouvez réactiver votre micro puis poser votre question. On pourrait commencer tout de suite avec la première qui avait été posée de Patrick Marchand, qui demandait quels quartiers font partie de Partage ta terre. Est-ce que c'est juste Rosemont? Oui, merci pour la question. Actuellement, nous, on a lancé ça dans Rosemont, la petite patrie, parce que le projet avait été un peu initié par Solon Collectif, qui est dans Rosemont. Mais il y a plusieurs personnes d'autres arrondissements qui se sont jointes ponctuellement à notre comité parce qu'ils avaient la même envie de jardiner dans leur quartier et qui étaient prêts éventuellement à développer dans leur arrondissement. Donc, nous, on est tout à fait prêts à partager nos outils et notre démarche avec d'autres personnes, d'autres arrondissements, en fait, et à vous accompagner un petit peu avec l'expérience qu'on a eue à Rosemont. Mais c'est sûr que dans l'immédiat, on va se concentrer dans Rosemont, la petite patrie, pour le comité existant. Mais à terme, on aimerait évidemment étendre ça à Montréal, au Québec, au Canada, à l'univers. Parfait, merci. Il y a Caroline Magard qui pose une question pour Téprine. Est-ce que les semenciers autochtones avec qui vous collaborez vendent leurs semences en ligne? Et si oui, est-ce qu'on peut avoir leur lien? Habituellement, je ne parle pas de la part des semenciers autochtones, mais non, pas vraiment. Il y a vraiment des liens de confiance qui doivent être établis entre les communautés non autochtones et autochtones avant que ces communautés se sentent à l'aise
de partager leurs semences, surtout que les communautés autochtones voient chaque semence comme un être vivant, comme un membre de leur famille et un membre ancestral. Aussi, ils sont en train de rematrier beaucoup de leurs semences qui ont été éparpillées dû à ce qu'ils ont vécu dû à la colonisation. Alors, il y a un gros mouvement, il y a plein d'organismes super intéressants que je pourrais partager avec Cultiver Montréal et qu'on pourrait partager les liens où est-ce que vous pouvez aller voir leur site web. Et au fur et à mesure que vous regardez ces sites, des fois, il y a des événements, vous pouvez y aller et parler avec des gens. Mais il y a très peu, je connais peut-être une personne à Six Nations qui vend ses semences, mais je ne sais même pas où elle les vend. Je pense que je vais regarder pour les liens pour les pages Facebook au moins, comme Steve's Garden Tips, puis Terry Lynn Brandt, c'est 2 personnes que je vais inclure dans le chat, que vous pouvez aller regarder sur Facebook pour commencer votre trajet de rencontrer les semenciers autochtones. Mais malheureusement, ils n'ont pas de site. Parfait. Merci, Téprine. Tu vas mettre dans le chat, dans le fond, ce que tu as maintenant. Merci. Il y a une question pour Patrice Fortier de René-Claude Martin. Est-il vrai que les semences de panais doivent être fraîches chaque année? Ce qui expliquerait pourquoi certaines années, la levée de semences est plus difficile. Et allez-vous avoir le panais de Student disponible cet hiver? C'est 2 questions. Ben, pour la disponibilité, il est disponible depuis plusieurs semaines sur notre site et en version sachet puis en paquet de 6 grammes, paquet un peu plus gros. C'est pas vrai que les graines doivent être fraîches chaque année, non. Les graines ne se conservent pas beaucoup d'années, ça c'est vrai. Mais souvent, moi, je les renouvelle à tous les 2 ans parce que c'est une plante bisannuelle. Et puis la deuxième année, comme là, on est dans la deuxième année, c'est-à-dire que j'ai des panais qui passent l'hiver sous la neige qui vont fleurir cet été 2021 pour donner un nouveau lot de semences. Mais les graines qui sont en vente en ce moment sont à 80% ou 78 ou 79, quelque chose comme ça, de germination. Donc, elles sont dans la deuxième année. C'est sûr qu'il y a eu une mauvaise réputation qui s'est établie avec des graines de panais probablement qui traînaient dans des sachets de compagnies, de plus grosses compagnies là, qui sont sur des étalages. Il y a peut-être une moins bonne gestion là, qui s'est faite. Et c'est une graine qui va prendre un peu plus de temps à germer, donc il faut conserver le sol humide. Donc souvent, les gens pensent que ça n'a pas germé, mais c'est parce qu'il faut garder le sol humide pendant 2-3 semaines, donc 2 semaines. Alors voilà, mais un des gros problèmes de la production de semences de panais, c'est la présence de, si vous voulez vous faire vos propres semences, c'est la présence de panais sauvages sur le territoire parce que c'est une plante qui est forte, très attirante pour les insectes pollinisateurs, donc ça prend vraiment une bonne distance entre chez vos panais en fleurs et les autres panais en fleurs sauvages. Parfait, merci. Il y a Noé Sardin qui a la main levée. Voulez-vous réactiver votre micro? Bonjour. Oui, on vous ça y est. entend. Oui, ça y est. Merci. Je voulais juste poser une question au sujet du projet Partage ta terre. Si j'ai bien compris, l'idée c'est d'ouvrir son jardin au voisinage. C'est par quartier. Et je voulais savoir comment ça fonctionne. Par exemple, si nous on est nouvellement résident à Rosemont et on aimerait, c'est ça, avoir un petit jardin et peut-être le proposer aussi au voisinage. Est-ce qu'on commence avec l'association Solon? C'est par ce biais-là qu'on s'inscrit et qu'on contribue au projet, ou comment on démarre en fait? Oui. Alors, c'est par le comité citoyen. Solon est vraiment en arrière-plan. C'est eux qui ont aidé un peu à démarrer en faisant des appels à projets. En fait, ils font souvent des petites foires où les citoyens peuvent venir exprimer leurs envies, leurs besoins. Mais le comité fonctionne de manière quand même
relativement autonome. On a créé un formulaire d'inscription, donc je vais mettre le lien dans le chat. Ça va pas mal permettre d'expliquer un petit peu tous les aspects intéressants quand on veut prêter son terrain et quand on recherche. Donc, ça va donner déjà pas mal d'informations. Puis ensuite, nous, on exporte toutes ces données, on essaye de poser ça sur une map, puis d'identifier où sont les jardiniers, pardon, où sont les jardiniers, puis où sont les prêteurs de terrain, puis de faire des jumelages vraiment par proximité géographique. Puis évidemment, après, il y a aussi un feed de personnalité qui va se faire entre les jardiniers et les prêteurs de terrain. Puis c'est ça. Donc vraiment, si vous avez un jardin à prêter, vous pouvez vous inscrire sur le même formulaire. Puis ensuite, on va essayer de regarder si le terrain s'y prête aussi. Il faut que l'exposition soit relativement correcte. Il faut qu'il y ait un ensoleillement suffisant. Donc nous, on a un peu identifié des paramètres qui vont permettre de s'assurer que ça fonctionne bien. Puis si jamais vous cherchez un terrain, on peut vous aider à en trouver dans le quartier. Donc soit ça vous intéresse de participer à la démarche, de venir aller rencontrer vos voisins, puis voir s'il y a un petit terrain qui vous intéresse et puis si vous entendez bien avec le propriétaire. Sinon, nous, on pourra faire la démarche puis vous mettre en contact par la suite. Très bien, merci. Parfait, merci Clémence. La prochaine question, c'est Guerline. Bonjour Guerline. Elle voudrait se procurer des semences de verveine. Sa question, c'est comment faire? Ou peut-être qu'il y en a un d'entre vous qui en a sur leur boutique en ligne. Pour notre part, on a la verveine bleue qui est la verveine indigène, mais j'aimerais spécifier que c'est pas c'est pas la verveine qui est offerte en tisane digestive à la fin des repas, là, à laquelle on est habitué. Souvent, les gens vont penser à la verveine citronnée. La verveine citronnée, c'est un petit arbre tropical qu'on peut garder comme plante de maison. Donc, il faut juste savoir que ce n'est pas ça qu'on va avoir à partir de graines de verveine bleue. Mais la verveine indigène, c'est une plante fabuleuse pour les pollinisateurs, entre autres. Et c'est aussi une plante médicinale intéressante. Mais ça n'a juste pas le bon goût citronné. C'est une plante qui est quand même très amère. Si c'est ce que vous cherchez, nous, on en a. Il y a d'autres semenciers qui en ont aussi. Pour la verveine citronnée, on peut la trouver genre au marché Chantalon en plante en pot. C'est vendu en plante d'intérieur. Merci. Merci Patrice. Je pense que ça répond à la question. Je pense que c'était la verveine citronnée que Madame cherchait. Oui, ça fait oui la tête. Ouais. On a aussi Angèle Courville qui demande: existe-t-il des ouvrages ou des références concernant la musicothérapie pour les plantes? Quelles ressources connaissez-vous en ce sens? Je ne sais pas si mes comparses en savent plus. Moi j'ai pas, honnêtement, j'ai pas, vraiment, on improvise là-dedans. C'est juste que comme un peu, les plantes sont un peu sont vraiment à force de jardiner, les plantes deviennent comme vraiment des personnes, des individus avec qui on partage notre vie. Puis nous, on écoute de la musique. Alors, mon idée, c'est plus de faire on a tous des mémoires, plein de mémoires, et puis comme les plantes de bord de mer, j'aime bien leur donner du sel ou des algues, quelque chose qui leur rappelle leur source pour qu'ils se sentent vraiment bien. Et donc, une plante qui vient de Moldavie, je me suis dit, elle a grandi dans la musique, tout fait partie du territoire. Donc, c'est vraiment une approche très, très improvisée et simpliste chez nous. Mais la plante a très bien survécu à la grêle cette année-là, donc allons savoir. Il aurait fallu faire des études comparées pour vraiment prouver que la musique a eu un effet, mais ça nous plaît de continuer. Merci. Il y a Diane Brouillette qui demande à Patrice Portier: nos plants de fraisier alpin à fruits rouges dont les semences ont été achetées à la Société des plantes produisent très bien. On voudrait faire des semences. Comment fait-on? Est-ce que les plants auront les mêmes caractéristiques que le plant parent? Nous sommes dans le Bas-Saint-Laurent. Ça, c'est une bonne question. Double, en fait, il y a deux aspects. Comment fait-on? C'est difficile d'extraire parce que dans les fraises, comme dans plein de petits fruits, les graines, c'est toutes les petits, ce qui ressemble à des grains de sable qui sont pris dans la pulpe. Donc, oui, ce qui est difficile, c'est d'extraire les grains de la pulpe. Donc, on doit passer par une certaine fermentation où on peut laisser les fruits moisir. C'est ce que je faisais au début, les laisser juste comme pourrir sur place pour faire une espèce de bouillie, puis qu'on passe dans une passoire ou qu'on mêle avec de l'eau. Après, je me suis dit, pourquoi pas tirer profit
de cette période-là, et puis réussir à aller chercher la saveur de la fraise, parce que le fraisier alpin, il est très, très parfumé. Donc, on s'est mis à faire un kéfir de fraise. Et donc, c'est un double processus. Donc, on fabrique un kéfir, une boisson pétillante à saveur de fraisier alpin. Et suite à la fermentation avec les grains de kéfir, pas le kéfir de lait, là, le kéfir de fruits, le kéfir d'eau, bien entendu. Et donc, on récupère les fruits qui ont été attendris par le processus. Et puis, là, à ce moment-là, on les écrase, on les passe à travers des tamis. Comme pour les tomates, on prend toujours les graines qui calent et non pas celles qui flottent. Donc, les débris puis les mauvaises graines flottent. Et puis, tout ce qui est bon cale dans le fond. Et puis, on doit passer à travers un tamis très fin et faire sécher le plus vite possible. Ça donne des tout petites quantités de graines. C'est un processus laborieux, mais je trouve ça toujours intéressant quand on peut tirer profit doublement d'une opération, comme avoir les graines et le kéfir de fraise. Par la suite, chacune de ces graines-là va donner un individu spécifique qui ne sera pas identique à ses parents parce qu'il y a eu une relation sexuelle entre différentes fleurs de fraises. Donc, il y a eu des croisements. Donc, ça va être des combinaisons. Pour chacune des graines, en fait, on peut avoir un plant de fraises un petit peu différent les uns des autres. Donc, il va y avoir des variations de format, des variations de productivité, puis des variations de saveur. Donc, c'est à vous d'éliminer les individus dans la population générale de votre jardin que vous jugez pas moins intéressants pour X raisons que vous déciderez, et puis les empêcher de froufrouter avec les voisines. Julie, t'es mutée. Oui. Pardon. Voilà, prise 2. J'ai une question pour tes prix. Dans le fond, dans ton visuel, dans ta présentation, tu montrais des illustrations, tu avais fait comme un travail avec des artistes. C'est où maintenant, ça? Comment on peut le visualiser? Comment on peut le voir? C'est en ligne sur le site web de Zombie Seeds. OK, parfait. Ouais. Vas-y, qu'est-ce que tu allais dire? Non, mais c'est un drôle de projet quand même, là, tu sais. J'aime les zombies, j'aime l'agriculture. Ça se mélange un peu drôlement, mais... C'est ça qu'on aime, c'est ça qui fait que c'est unique. Il y a Carole Arsenault qui a la main levée. Voulez-vous poser votre question? Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Bonjour. Bon, je veux savoir, si on veut reproduire la carotte, je sais qu'elle est bisannuelle. Est-ce que, lorsqu'on va la replanter la deuxième année, est-ce qu'il faut s'inquiéter des carottes sauvages autour qui poussent pour que ça s'hybride? Est-ce que ça a possibilité de s'hybrider? Oui? Téprine et Patrice disent oui de la tête. Vas-y, Téprine. Patrice a beaucoup plus d'expérience que moi, même que lui a fait un projet d'art avec ses carottes. Mais Oui. comme vous avez vu peut-être ou non dans mon slide, où est-ce que j'avais des carottes, puis après il y avait 2 petites carottes jaunes ou blanches. Ça, c'était évidemment des croisements parce que j'étais pas rendue à l'étape où est-ce que j'ai créé une cage pour mes semences. Il faut vraiment que soit vous faites ce que Patrice va vous expliquer ce qu'il fait, ou créer une cage autour pour protéger de la carotte sauvage. Il y a des places où il n'y a pas de carotte sauvage, mais c'est rare. Alors oui, il va y avoir des croisements, mais tu vas le voir assez vite là qu'il y a eu un croisement. Mais Patrice, je sais que toi, tu as beaucoup plus d'expérience que moi, alors... Ben, c'est sûr que, comme nous, il y en a très peu, mais il y en a un peu. Donc, on va jusqu'à aller passer la débroussailleuse dans les fossés de la route principale de Kamouraska pour empêcher les carottes de s'en venir vers chez nous. Fait que, on intervient là, vraiment pour... mais il n'y a pas une grosse pression à Kamouraska, donc on est chanceux. On n'a pas besoin de couvrir nos carottes. D'autant plus que un des problèmes principaux pour moi que je trouve avec
les graines de carottes soi-même, c'est de pas, le faire avec pas assez d'individus parce que c'est une plante qui peut souffrir facilement souffrir de consanguinité si on la reproduit avec juste un petit nombre. Donc, vraiment, là, puis, c'est parce qu'on peut, là, il y a deux choses. Réussir à les reproduire et puis réussir à maintenir une bonne population avec de la vigueur. Donc, pour maintenir une bonne population avec de la vigueur, ça prend vraiment quand même beaucoup de carottes, quand même vraiment peut-être au minimum 80. Donc, on les replante à peu près à 30 cm de distance les unes des autres. Donc, ça fait comme un bloc. C'est pas si énorme que ça, 80 carottes replantées la deuxième année. Mais quand même, si vous le faites avec moins de carottes, je dirais le minimum, ça serait comme une vingtaine. Puis là, ben, vous allez quand même avoir la graine de carotte que vous pouvez ressemer, mais vous n'aurez peut-être pas toutes les possibilités d'expression de la variété. Parce que c'est ça, c'est des plantes qui ne sont pas compatibles, les fleurs de chaque individu avec lui-même. Donc, chaque carotte doit vraiment se reproduire avec les voisines. Et on peut perdre facilement beaucoup de traits de la variété d'une génération à l'autre si on n'a pas assez d'individus. Donc, c'est peut-être comme une production de semences avec un petit niveau de difficulté un peu plus élevé. Merci, Patrice. Moi, j'aimerais savoir, c'était quoi ton projet avec les carottes? Ton projet d'art avec les carottes? Eh bien, ça commence à dater. Là. Ça fait, c'est en 2006, j'avais fait une résidence de création pour... écoute, c'est né d'une espèce de vraiment de surmenage, de comme juste partir le plan d'affaires et puis toujours être dans les chiffres et tout. Puis je me suis dit, moi, quand je jardine avec les carottes, je suis toujours en train de m'imaginer la vie souterraine. Qu'est-ce qui se passe en dessous de la terre qu'on ne voit pas, on voit juste les feuilles. Donc, je me suis imaginé un peu comme tout un monde, qu'est-ce que les carottes font entre elles sous terre, dans la noirceur. Donc, j'ai créé un projet photographique finalement où on voit juste 30 carottes, mais sont remis au mur dans un ordre que j'ai choisi un peu pour qu'il y ait des interactions entre les carottes. Donc, il y en a qui ont l'air gênés dans leur coin, il y en a qui ont l'air d'être en train de se bitcher. Bon, il y a toutes sortes de choses, mais c'est juste des carottes. C'est juste des carottes alignées sur le mur. Ça s'appelait Portrait de carottes. C'est cool. On ne peut pas avoir des vestiges de ce projet-là? Est-ce que c'est encore... Il y a certaines pages web qui peuvent en retrouver sur le web si on cherche Portrait de Blanche à collet vert. C'était le nom, en fait, c'était le nom de l'exposition. Je pense que si on cherche ça, on peut trouver des bouts de l'exposition, des images en tout cas. OK, super. Merci. Il y a Nancy Lachance qui a la main levée. Oui, allô, je fais la recherche de quelques semences qui sont plus du bas du flot, si on veut, là. C'est la salicorne que je n'ai pas réussi à mettre la main dessus. Je sais que ça se vend en plan déjà établi. Et aussi le persil de mer. J'ai vu passer beaucoup c'était de la livèche d'Écosse, mais je ne sais pas si c'est vraiment la même chose qui pousse sur le bas du fleuve. J'aimerais recréer un petit climat chez moi où je pourrais profiter de ces herbes-là. Ben, pour ce qui est du persil de mer, moi, ça fait 2 ans à cause on a des canicules extrêmes dans le Bas-Saint-Laurent, là, des jours des sécheresses, quand il ne pleut pas pendant 1 mois et demi pendant la floraison du persil de mer. Moi, j'ai cessé de commercialiser les graines pour laisser au persil ses graines au complet parce que c'est une des plantes que je récolte en milieu sauvage quand c'est possible. Mais en 2020 puis 2019, je jugeais que c'était impossible parce que la plante a besoin de toutes ses graines pour se propager. Parce qu'il y a eu un sérieux manque d'eau au moment de la floraison, ce qui compromet vraiment la qualité des semences. La salicorne, j'en ai distribué il y a comme plusieurs années. C'est très difficile à gérer comme plante pour un commerce, mais je cultive maintenant une salicorne qui vient du Japon, qui est beaucoup plus, qui n'est pas facile à gérer au niveau des populations de semences, mais on a des meilleurs taux de germination de façon beaucoup plus régulière. Donc, c'est une plante qui est plus grosse. Ce n'est pas exactement la même salicorne, mais c'est une plante qui va ressembler plus à la salicorne qu'on mange en Italie au printemps et qui est vraiment très intéressante. Celle-là, elle est sur notre site en ce moment. Ça s'appelle salicorne japonaise. Parfait. Donc, il y avait aussi Suzanne Barry dans le chat qui avait demandé si c'était possible de cultiver et d'avoir des semences de salicorne. Et si oui, où? Donc, on peut conclure que oui.
sur ton site? Ouais. C'est sûr que pour la germination, les plantes n'ont pas besoin de sel, mais c'est sûr que c'est préférable après, pendant leur évolution, un peu comme jouer de la musique moldave aux plantes moldaves. On leur donne un petit bout de bord de mer, là, nos salicornes. On peut mettre du sel de table en grains, mais idéalement, moi, je trouve que des algues, c'est vraiment ce qui ressemble le plus à la fertilité naturelle. Donc, ça peut être une solution d'algues achetée là, qu'on peut trouver un peu à beaucoup d'endroits maintenant. Merci. Et Sylvie Saint-Laurent, vous avez la main levée? Bonjour. On ne vous entend pas par contre. Est-ce que là, vous m'entendez? Oui. OK. Alors, la question s'adresse probablement à M. Patrice. Est-ce que vous utilisez les algues naturelles du bord de mer dans votre compost? Et si oui, comment vous gérez ça? Parce que je considère qu'il y a quand même beaucoup de sel. Alors, comment vous gérez ça si vous les utilisez? En fait, oui, j'ai eu un voisin quand je suis arrivé il y a pas loin de 25 ans dans la région. J'ai un voisin qui est décédé maintenant qui m'avait montré, qui m'a initié. On allait chercher de la varette, du varech à la plage ici locale, en pick-up. Puis, en fait, on les laisse simplement à la pluie un petit peu pour lessiver un tout petit peu de sel, mais vous savez, les betteraves en culture conventionnelle, là, genre les maraîchers qui vont cultiver de la betterave avec des engrais chimiques, bien, ils doivent rajouter du sodium dans les engrais chimiques. La betterave dans la nature, tu sais, quand on retourne à la source historique, géographique de la betterave, c'est une plante de bord de mer, comme les choux, donc, et comme la salicorne, bien entendu, mais qui n'a pas été domestiquée. Donc, c'est une plante qui va tolérer le vent, les embruns salés, l'air froid, l'eau glacée. Donc, on n'a pas besoin de dessaler nos algues. Ceci dit, je n'utilise pas les algues comme un fertilisant comme tel. Ce n'est pas tant pour les valeurs de NPK, d'azote et puis de phosphore puis de potassium. Je l'utilise comme des oligo-éléments, l'IA, tous les petits micronutriments et le côté hormonal, c'est un supplément. Donc, qui va aussi changer la saveur des légumes. J'en mets même sur les tomates, les plants de tomates et les carottes. Mais je mets ça un peu comme on saupoudre du sel sur un aliment qu'on mange, ou peut-être plus comme on mettrait du parmesan sur des pâtes, là, je dirais, là, comme quantité. Donc, ça va agir au niveau de la santé de la plante et puis ça va modifier la saveur. Les carottes sont vraiment très bonnes avec un ajout de... Donc, ça fait partie vraiment de ma petite cuisine du potager, mais que je ne mets pas sur tout le monde systématiquement. Je choisis les plantes sur lesquelles je la mets. OK. Donc, quelques jours sous la pluie pour enlever un peu de sel. Après ça, moi, je les fais sécher et puis je les effrite. Vous pouvez piler dessus. Je fais comme une farine. OK, OK. Donc, surtout betteraves, salicornes qui ont besoin de quand même beaucoup de sel. Les autres, c'est avec parcimonie. Ben oui, tomates, carottes. Moi, je trouve que tomates, carottes, de mon expérience, sont rehaussées en saveur. Et puis, j'ai vraiment les bons résultats. Je n'ai jamais de maladie dans mes tomates. Je mets angélique et algues pour la tomate régulièrement. C'est comme un 100%. Je mets toujours de l'angélique et des algues à mes tomates. Oui. Angélique, séchée? L'angélica archangélica. Oui, je la mets sous toutes sortes de formes, là, teinture mère, n'importe quoi. OK. Ça prévient les maladies fongiques. OK. Puis vous en mettez une fois par mois? J'en mets aussitôt que j'y pense. OK, ben merci beaucoup. Je pense qu'il n'y en a jamais trop. Oui, c'est ça. Ben merci beaucoup. Merci. Il y a Catherine Magard. Question pour Partage ta terre. Combien de personnes se sont déjà manifestées pour offrir leur terre? Et combien de personnes sont inscrites pour avoir accès à un terrain? Merci. En fait, on avait lancé le projet l'année dernière, puis on s'est fait surprendre, comme tout le monde, par la pandémie. Donc, on a eu à peu près 35 personnes qui s'étaient inscrites via le formulaire. Mais on va relancer ça cette année, en fait. Là, on a eu un seul jumelage qui s'est fait l'année dernière de manière un peu... c'est un petit peu particulier, mais ça nous donne quand même un retour sur expérience. Mais cette année va être vraiment la première année officielle de lancement. Donc, en mars, on prévoit de faire plus de communication
et d'aller recruter plus activement les propriétaires de terrain, on va avoir moins de difficultés à trouver des personnes qui veulent jardiner. Donc, c'est sûr que si vous avez des idées pour trouver des prêteurs de terrain et les contacter, la bonne manière pour les aborder aussi, c'est pas toujours évident, n'hésitez pas à nous en faire partie. Pardon. Parfait, merci Clémence. Il y a Noé Sardet qui a encore la... Vas-y, c'est à toi. Oui, c'est une question pour Patrice. Je suis très intéressé par cette méthode que vous mentionnez de kéfir. Moi, je fais du kéfir d'eau depuis des années et j'aimerais juste mieux comprendre ou avoir plus d'informations sur cette technique. Donc, l'idée, c'est de récupérer des graines de fruits qui ont macéré un peu dans le kéfir, dans la deuxième fermentation, j'imagine. Et est-ce que vous avez des documents ou est-ce que vous expérimentez simplement sur ces techniques? Oui, en fait, j'ai pas de documents. C'est une méthode complètement improvisée, mais ça fait comme, je sais pas, une vingtaine d'années que je fais des kéfirs d'eau avec des petits grains que quelqu'un m'a donnés. Donc, c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'erreurs, entre autres de mêler la saveur que je veux donner à mon kéfir avec les grains au départ. Donc, c'est vraiment une très mauvaise idée parce qu'il faut départager les grains et les retrouver. Donc, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais uniquement partir ma base de kéfir avec les grains et je leur donne de la figue. En général, c'est ce qu'elles préfèrent. Mais je leur donne un peu de figue et puis du sucre et puis un peu de quelque chose d'acidulé. Et donc, je filtre, j'enlève les grains, je récupère mes grains. Et là, dans cette base-là, je mets mes petites fraises. Donc, uniquement les fraises qui sont belles, pas encore pourries, donc, qui vont avoir une bonne saveur, parce que là, elles vont communiquer leur saveur, mais je ne vais pas les écraser tout de suite. Je vais uniquement les laisser macérer dans ma base de kéfir. Quelques jours, quand je sens que l'activité, que les fraises sont devenues molles, là, on peut parce qu'il faut pouvoir les dilapider, les écraser pour que chaque petit grain se sépare de la pulpe. Donc, c'est le moment qui convient pour elles ont tout donné, quand on sent qu'elles ont tout donné, en fait, au kéfir. Et donc, ça donne franchement un excellent kéfir. Et j'ai fait des tests à savoir si les taux de germination étaient meilleurs. Au début, j'étais convaincu que la germination était meilleure suite au passage au kéfir. Et puis cette année, ça m'a donné je teste chacun des lots avec kéfir ou pas de kéfir et les résultats étaient aléatoires. Donc, j'ai pas de, je peux pas comme jurer que c'est mieux, mais ça ne nuit pas au processus. L'idée, c'est plus d'avoir deux choses pour un même geste, en fait. D'accord. Et le résultat, si j'ai bien compris, c'est des graines qui sont un peu, comment dire, boostées, vous diriez ça? Non, c'est que pour extraire, c'est qu'on peut pas. Le résultat, c'est juste d'avoir des graines, en fait. Parce qu'on ne peut pas extraire les graines sans faire fermenter le fruit pour détacher les graines de la pulpe. Donc, tant qu'à faire fermenter, je me suis dit, faire quelque chose de cette fermentation-là. C'était juste ça l'idée. Comme j'aime bien manger mon désherbage. On désherber devient faire l'épicerie, si on veut. Ouais, rendre l'utile à l'agréable. C'est ça, exact. S'il n'y a pas d'autres questions, j'avais une autre question pour Trépine. Il n'y a personne d'autre qui lève la main, évidemment. Ben, il y a d'autres questions, mais vas-y. Vas-y. Ben, c'était plutôt rapide. Je voulais juste demander à Trépine, puis d'ailleurs à Patrice aussi, suite à ces projets d'art et création de semences, est-ce que vous seriez intéressé pour participer à un projet de série film? Parce qu'on démarre un projet qui s'appelle les Chroniques du sol. Et ça, c'est un projet pour faire connaître un peu la vie dans le sol et les sols vivants, montrer tous ces organismes qui vivent dans le sol, aussi bien microscopiques que plus gros, insectes, etc. En fait, de rassembler les artistes qui ont participé à vos projets autour d'un projet de série. Est-ce que ça serait quelque chose qui vous intéresserait? Si oui, comment on peut éventuellement en discuter, collaborer? Séprine, est-ce que tu permets juste de mentionner que le courriel de nos intervenants, de nos invités, va être partagé dans le chat? Donc, si vous voulez les contacter, il y a cette façon-là. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Séprine? Non, c'est...
C'est exactement ça. Puis moi, je ne peux pas parler de la part des autres artistes, mais oui, on peut en discuter à part. Ça, je veux mieux comprendre. Parfait. Ok. Donc, les Ben, adresses t'écrirai. courriels de nos invités vont être dans le chat. Puis, vous pouvez leur inscrire vos questions si jamais on n'a pas eu le temps de les répondre aujourd'hui. Je vous demanderai d'être patient et bienveillant si leur réponse n'est pas instantanée. On sait que vous êtes toujours occupés, mais particulièrement ces mois-ci, là, j'ai cru comprendre. Donc, si la réponse n'est pas dans la journée ou la semaine même, soyez bienveillants. Merci. Je poursuivrai avec une prochaine question de Mathieu Marie-André. C'est peut-être Marie-André Mathieu. Peut-on penser à faire une collection de haricots secs de variétés anciennes et conserver les semences de différentes variétés d'une année à l'autre? Téprine, est-ce que tu veux répondre à celle-là? Ben oui, certainement. Puis on peut faire ça avec plein d'autres de nos légumes. Il faut juste faire attention d'avoir les bonnes distances entre chaque variété, comme ça, ils ne croisent pas. Il y a différents... il y a des... Moi, quand j'ai appris de Stephen Macomber, lui, c'était un rang entre chaque variété. Il y a d'autres gens qui disent 3 mètres et il y a 15 pieds, qui est plus ou moins 3 mètres. Alors, si vous voulez garder la variété comme elle est, originalement, ancestralement, c'est bon de les séparer, mettre d'autres variétés entre, même des fleurs entre aussi pour distraire un petit peu, même c'est ça. Alors, oui, on peut. Il faut juste les laisser sécher sur la plante, que la cosse soit brune. Et par après, quand vous récoltez les semences, laissez-les sécher plus. Ne les mettez pas comme dans un bocal et fermez le bocal. Il faut qu'ils sèchent jusqu'à que, si vous croquez dans votre petit haricot et qu'il y a des marques de dents là-dedans, ils ne sont pas prêts encore. Si vous croquez là-dedans et ça craque, ils sont prêts. Et même par après, quand que vous les prenez, quand ils sont secs, qu'ils craquent, il faut les mettre dans un congélateur pour 2 semaines pour tuer le pea weevil. C'est quoi encore, Patrice? Le courcerelle, c'est quoi encore le... Mon micro était désactivé. La bruche. Il me semble que c'est la bruche. Ouais. B-R-U, français complexe, C-H-E. Pour qu'ils ne mangent pas comme parce qu'ils pondent leurs œufs dedans la légumineuse pour comme quand que le printemps arrive, le petit bébé réveille, miam, 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 il mange l'embryon, puis il quitte, puis après ça, ton semence, il n'est plus bon. Alors, c'est ça. Téprine, est-ce que je peux me permettre de faire un résumé? Tu dis, on attend, dans le fond, sur le plan que la cosse de haricots soit sèche. Ensuite, on les récolte. Quand c'est vraiment très sec, que quand on croque avec la dent, ça casse et non qu'on voit les marques de dents, là, on peut les écosser, on garde les grains, mais à ce moment-là, on ne les met pas dans un bocal fermé. Ça, on pourrait les mettre dans un bocal... Quand ils sont secs à croquer, on peut les mettre dans un bocal avec un petit sachet de silice. Mais par après ça, il faut, juste au cas où qu'il y a le petit bébé qui a pondu dans la graine, de les mettre dans le congélateur à 2 semaines, ça les tue. OK, merci. Il y a Caroline Magard qui a la main levée. Voulez-vous nous poser votre question maintenant? Oui, pardon, j'ai la bouche pleine. Je peux ouvrir un petit brunch dominical, mais c'est juste une petite précision. Premièrement, merci tout le monde. C'est le fun de vous entendre. C'était juste par rapport à Partage ta terre. C'est moi qui arrête pas de poser des questions là-dessus. Premièrement, super initiative. Je suis tellement contente. J'aimerais ça pouvoir faire partie cette année. Pour une précision à ma question, c'est que c'était plus la proportion, parce qu'on s'entend qu'en ville, surtout dans Rosemont, là, les listes d'attente pour les jardins communautaires sont 675 personnes pour un jardin communautaire d'attente. Puis, c'est juste, mettons, vous dites qu'il y a 35 inscrits. Y a-tu un peu des... J'étais contente de voir Noé Sadek qui a l'air d'avoir un terrain, c'est merveilleux. Mais est-ce que dans les 35, mettons, à date, il y en a-tu qui vont faire des terrains ou c'est juste des gens comme moi qui veulent un terrain? Juste par curiosité et par souci de recherche d'optimisme. Et puis, parallèlement, si je peux aider un peu à essayer d'en trouver, ça me ferait plaisir aussi, là, mais juste par curiosité. Super. Merci. Oui, il y en avait, je pense, une petite dizaine qui s'étaient proposées, mais qui sont plus forcément d'actualité cette année parce qu'ils ont déménagé, etc. C'est pour ça que c'est un travail qu'il faut qu'on recommence cette année.
on n'avait pas aussi mis tous les efforts qu'on prévoit de faire cette année sur les communications. Donc là, je pense que d'y aller aussi par de la rencontre physique et du porte-à-porte et d'aller directement à la rencontre de ses voisins, ça va peut-être être plus impactant que de faire ça par des réseaux sociaux. Tout le monde n'a pas accès à Facebook non plus. Donc, ouais, on a d'autres stratégies qui peuvent être plus efficaces. Mais si tu veux rejoindre le comité, ça avec grand plaisir, là, même ponctuellement, juste pour nous donner quelques petites idées si tu en as là, pour aller rencontrer ces propriétaires de terrain. Mais nous, on a bon espoir que ça va fonctionner. C'est juste d'aller peut-être visuellement, peut-être faire des petits tours dans les ruelles et puis d'aller repérer les terrains sur lesquels il y a un potentiel. Puis ensuite, d'aller contacter ces personnes-là directement pour avoir un petit peu plus d'impact, cibler un petit peu mieux. Merci. Une question de Diane Brouillette, qui est une question à Patrice Fortier. Prends-tu les laisses d'algues brunes du bord du fleuve pour mettre dans ton jardin comme compost? Et si oui, les rinces-tu pour les dessaler et les fais-tu sécher avant de les mettre au jardin? Comme 3 questions. Oui, en fait, j'y ai répondu tout à l'heure. Je crois OK. que je ne sais pas si OK. c'était elle qui avait posé cette Ah, question. peut-être qu'elle l'a posé, ouais. OK, Oui. parfait. Pardon. Patrice, pourrais-tu, on va enchaîner pendant que tu es prêt. Pourrais-tu écrire le nom qu'il faut chercher pour trouver ton projet sur les carottes? Oui, Ça, je c'est pense que ça a portrait été fait dans le d'Orange chat. Hein? Levert, mais ça a été écrit, je Dans le crois, chat? dans le chat. Oui. OK. Parfait. Là, je suis en train de répondre à quelqu'un qui posait une question sur l'Angélique Sylvain Boudreau. Donc, je vais arrêter d'écrire et puis je vais répondre verbalement. Je pense qu'on peut faire ça. Absolument. Oui, oui, oui. Parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Enfin, en fait, c'est que c'est malheureusement, ce genre de remèdes végétaux très simples ne sont pas très connus. Et moi, c'est en faisant c'est vraiment en observant une population de tomates qui aurait dû être malade et puis qui ne l'était pas, que j'essayais de comprendre comment se fait que mes tomates cœur de bœuf n'étaient pas en train de périr. Parce que c'était un été où il faisait froid, il pleuvait tous les jours et puis mes tomates étaient restées rampaient au sol, tout pour qu'elles se mettent à pourrir. Et il y avait une infestation d'angélique à cet endroit-là, puis mes plants étaient parfaitement verts. Donc, je me suis questionné, j'ai fait des recherches. J'ai trouvé un papier de l'Université McGill qui parle que l'angélique inhibe l'alternariose, le champignon responsable de l'alternariose, qui est la maladie, vous savez, qui arrive quand les tomates sont presque mûres et puis juste à la dernière minute, ça se met tout à pourrir. Donc, c'est vraiment très fâcheux. Alors, j'ai commencé à l'utiliser systématiquement et puis en fait, c'est que j'aimerais avoir de la maladie dans mon jardin pour pouvoir faire plus de tests, mais il n'y en a plus. Je n'ai plus jamais de maladie de tomates à la fin de la saison, donc je ne peux plus faire les tests chez moi. Donc, je cherche autour de moi des amis qui ont encore de la maladie, ceux qui n'ont pas encore mis, mais je ne crie pas au miracle, mais je pense que l'angélique est vraiment une grande inhibitrice des maladies fongiques. Comment on l'utilise? J'ai beaucoup d'espace chez moi, donc j'ai des angéliquerets, des forêts d'angéliques. Je ne compte pas le nombre d'individus, donc je fais juste arracher des feuilles et je les mets en mulch, en paillis, et j'en mets dans l'eau d'arrosage. Je suis très, très, très conscient que la plupart des gens n'ont pas cet espace. Alors, j'ai commencé à faire une teinture mère avec la plante entière. Toute la racine, les tiges, les feuilles, tout ça passé dans le robot culinaire avec de l'alcool pour faire un concentré que je dilue dans l'eau. Là, c'est expérimental. Il va falloir voir et puis j'espère que ça devrait peut-être être commercialisé, mais je crois que vous pouvez le faire vous-même. Je suggère de faire une teinture mère parce que c'est difficile à acheter, à trouver sur le marché. Si vous ne faites pas une teinture mère, vous pouvez juste mettre la plante verte dans votre eau d'arrosage. Et c'est Angelica, Archangelica, mais probablement que l'angélique sauvage, l'angélique Arthropurpurea, indigène au Québec, probablement que ça fonctionne tout autant. C'est à vérifier. Parfait, merci. Patrice, oui, vas-y. si on sèche les feuilles et on les saupoudre sur la terre, est-ce que ça marcherait aussi? Je crois que oui, je pense que oui. C'est tant qu'on a le... Mais ce que j'ai vu, c'est que les racines sont la partie la plus puissante. Mais moi, je l'ai utilisé avec juste les feuilles, puis les tiges, les feuilles, puis c'était correct. OK.
Mais tu sais, on dit que le persil, tu sais, dans les livres de compagnonnage, ils disent toujours que le persil, c'est un bon compagnon pour la tomate. L'angélique, c'est comme un méga persil. Tu sais, c'est la même famille. C'est un persil de 5 pieds de haut, là. Donc, c'est comme un... Je pense que l'angélique est juste comme un encore meilleur persil comme compagnon. Sauf qu'elle prend beaucoup de place au jardin. Donc, c'est peut-être la mettre à l'horizontale. Parfait. Il y avait une question de Julie Santerre. Je pense que je l'avais sautée, désolée. Cette année, j'ai des semences de fraisiers alpins. Il paraît que c'est mieux de faire de la stratification. Comment fait-on la stratification pour partir des semis? Ben, moi, dans mon cas, on n'a pas besoin de stratifier les graines de fraisier alpin chez moi, mais c'est une plante qui généralement donne une germination vraiment aléatoire. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est semer mes graines tout de suite. Puis là, ils germent vraiment lentement, puis pas tout en même temps, en oscillant les températures. C'est pas comme une vraie stratification au froid, comme mettre au frigo, mais c'est comme faire changer les températures quand on peut avoir des modulations. Donc, des fois, c'est difficile à faire dans notre maison, mais si vous avez des pièces moins chauffées, peut-être bouger vos semis d'une pièce à l'autre pour que les températures changent. Avec un petit tour au frigo de temps en temps, pourquoi pas. Mais comme ça imite un peu la nature. Tu sais, finalement, la température n'est jamais stable. Mais la germination peut s'étaler sur 2 mois. C'est pas rare que ça s'étale sur 2 mois. Donc, il faut être patient, puis les regarder aller. Puis, des fois, ça peut aussi germer l'année d'après. Donc, c'est ça. Parfait, merci. Il y a une prochaine question de François Robitaille. Il dit bonjour, j'ai profité de la pandémie pour vivre en campagne. Je n'ai jamais fait de semis, mais j'ai récolté des graines de lupin, épilobe, mélèze, chrysanthème, hélianthus. J'aimerais des conseils pour les faire pousser. Peut-être que vous pouvez en choisir une de ces plantes-là si vous voulez, pour donner un petit conseil. Veux-tu que je les répète? Lupin, épilobe, mélèze, chrysanthème, hélianthus. Ben déjà, c'est toutes des plantes qui ont des besoins spécifiques, mais généralement, comme les arbres, comme les mélèzes, ben presque tous les arbres qu'on a dans notre flore indigène, ils ont besoin d'être semés, comme de passer, ils ne vont pas germer à la chaleur. On les sème. Là, il faudrait que j'aille faire une recherche spécifique pour le mélèze, mais en général, on ne se trompe pas en semant à l'automne ou en semant tout de suite en mettant les graines dans un frigo, qui est une certaine période, comme l'équivalent d'un hiver. Et puis, très souvent, les arbres vont prendre deux cycles au complet pour germer. Donc, il y en a une partie qui vont germer au printemps, comme le pin pignon. Quand on sème le pin pignon, bien, souvent, il y en a une partie qui germe après au printemps, puis il passe un autre hiver, un deuxième hiver, et l'autre partie germe le deuxième printemps. Donc, il faut vraiment, ça se déroule sur plusieurs cycles. Et puis là, il faut vraiment faire des recherches spécifiques. Ce que je vous suggère principalement, puisque vous avez un accès Internet, c'est que pour chaque plante, quand on cherche avec le nom latin, puis c'est malheureux, mais en anglais, il y a plus de ressources. Quand on cherche le nom latin seed germination, on tombe sur plein de ressources qui nous donnent les besoins spécifiques. Les choses à vérifier souvent, c'est le besoin de lumière ou pas. Donc, il y a des graines qui ont vraiment besoin d'être en surface pour voir la lumière, sinon elles ne germeront pas. Et puis, les besoins comme de stratification au froid, parce que beaucoup de plantes sauvages sont comme ça, ont besoin d'une période de froid. Puis, il y en a qu'on ne peut pas garder sec. Quand on a fait sécher, il y a comme les élébores, il y a des plantes comme ça de notre forêt qu'on doit semer fraîches, comme le gingembre sauvage. On doit semer les graines dès qu'elles sont fraîches. On ne peut pas les sécher puis les replanter après. Donc, c'est en cherchant chaque plante avec où vous pouvez nous écrire ça spécifiquement après. Là. Je voulais juste aussi, je viens de participer à une conférence de NOFA, qui est une conférence de nord-est de l'Amérique du Nord, île Tortue. Puis il y avait un grand intérêt sur la stratification puis les plantes indigènes. Alors, il y avait beaucoup de ressources en anglais, malheureusement, pour tout le monde ici qui ne lit ou ne comprend pas l'anglais. Mais une chose
que je vais essayer cette année qui a été proposé, c'est de maintenant, si vous commandez, disons, des semences qui sont des plantes indigènes et qui ont besoin de stratification, moi, ce que j'ai fait, j'ai commandé beaucoup, puis je les mets dans un pot de 4 pouces avec du terreau. Je mets les semences par-dessus, un tout petit peu de sable tout fin. Je les mets dehors. Je mets un écran, un screen fin avec un autre screen par-dessus pour éviter que les bébites, pas les bébites, mais les petits écureuils et tamiareilles viennent pour déterrer les semences et je vais les laisser dehors. Je vais tenter cette expérimentation avec une stratification dans un frigo parce que de ce que la madame experte a dit, c'est que quand ils sont dehors, surtout avec les changements climatiques, ça reproduit exactement ce que Patrice disait. Des journées, ça réchauffe, alors l'eau, ça fond un tout petit peu, ça rentre dans le petit pot de 4 pouces, après ça regèle et que les plantes, ils ont le cycle dont ils ont besoin pour germer et début printemps, ça germe et après ça, vous pouvez comme les séparer et les mettre dans des pots différents. Alors, je vais tenter ça cette année avec la moitié de chaque sachet. Comme ça, si ça ne marche pas, je n'ai pas perdu tout mon temps et mon argent que j'ai investi, mais c'est vraiment une autre chose, faire la stratification. Moi, ça fait 5 ans que j'essaie de wrapper ma tête autour de ça, puis c'est pas évident. Ouais. Puis, il ne faut pas oublier qu'il y a des plantes qui ont besoin de stratification la première année, puis pas la deuxième. Donc, les besoins de germination changent avec le temps pour les plantes. C'est pour ça qu'on fait, nous, les compagnies de semences, on fait des tests pour tous les lots qu'on met en vente pour savoir où sont rendus ces lots-là dans leur vie, donc qu'est-ce qui va les déclencher. Mais donc, il y a des fois, le besoin de stratification s'estompe au fur et à mesure que les graines vieillissent. Merci. Super intéressant. Il y a François Linteux qui demande quel serait le potentiel des terrains de commissions scolaires, églises, les terrains appartenant à la ville. J'imagine que c'est pour Clémence. Est-ce que ça a déjà été exploré comme alternative pour avoir des espaces publics qu'on peut s'approprier? Pas encore, non. On était vraiment parti plus sur du voisinage direct. Même au sein du comité, on a tous un peu des objectifs différents à travers ce projet. Le mien, par exemple, c'est vraiment d'aller toquer à la porte de mes voisins, puis de créer un lien un peu particulier à travers le jardinage. Mais c'est forcément des terrains qui peuvent être intéressants à explorer. C'est juste que ça prendrait peut-être un peu plus de temps et de personnes pour aller faire ces démarches-là. Actuellement, on est un petit comité de 6 personnes à peu près. Donc, c'est sûr qu'on concentre nos efforts vraiment sur le voisinage direct, mais si on a des personnes qui sont intéressées à nous aider à ce niveau-là et peut-être à explorer un petit peu du côté de ces terrains, mais c'est certain qu'il y aurait du potentiel. Merci. Il y a Mélanie Leblanc qui dit « Bonjour Patrice et Téprine, je suis très inspirée par vos parcours et votre créativité. J'aimerais savoir si vous êtes plutôt autodidacte ou qui vous avez choisi de faire des formations plus spécifiques et encadrées. » Bon, je vais briser la glace. Écoute, moi, en 96, 97, quand j'ai commencé à essayer de devenir semencier, il y avait Yves Gagnon qui, par chance, donnait une petite formation. Je suis allé suivre une formation d'une demi-journée chez lui, ou peut-être une journée, mais peut-être 4 heures. Et c'est vraiment tout ce qu'il y avait en plus des petits fascicules des semences du patrimoine. Donc, il n'y avait pas d'autres ressources. Et puis, bon, on peut se rappeler que c'était une période où on n'avait pas Internet dans nos maisons, en tout cas pas chez moi. Et c'était très lent à la campagne. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a de nombreuses ressources. C'est incroyable. Et j'aurais vraiment aimé, ça m'aurait évité beaucoup d'essais-erreurs. Je serais allé à cette époque-là en Oregon, plutôt sur la côte ouest, des zones où il y a autant de fermes semencières qu'il y a de fermes laitières dans le bas du fleuve. C'est comme normal faire des semences là-bas. Donc, aujourd'hui, il y a vraiment plusieurs personnes qui donnent des formations. Moi, j'en donne régulièrement. Cette année, j'ai pris une pause,
mais pour mieux recommencer à partir de 2022 à donner des formations qui s'étendent sur le sujet. Mais puis il y a des ouvrages, il y a des bons livres maintenant, donc il y a des bonnes ressources et du côté européen en français et du côté américain. Donc, mais ma plus grande inspiration au départ, c'était Frank Martin de Wild Garden Seeds. J'ai vu, c'était Shoulder to Shoulder Farm. Donc, c'est un semencier qui est très inspirant parce qu'il réussit à avoir, il a développé une échelle de production qui lui permet de fournir d'autres semenciers. Donc, plusieurs personnes distribuent les graines de cette entreprise-là, qui est une entreprise familiale. Puis, il a gardé le côté familial, artisanal. Donc, il a développé vraiment une expertise vraiment à partir de presque rien. Lui, il était autodidacte. Et en amenant une notion de plaisir et puis beaucoup d'humour dans sa façon de nommer les variétés. Et donc, moi, ça a fait un déclic à l'époque de voir, ah, OK, l'agriculture, c'est pas nécessairement sérieux puis plate avec des variétés, avec des numéros. Là. Je veux dire, on peut se réapproprier un espèce le côté culturel de ce qu'on mange, c'est aussi de la culture, donc c'est pas juste justement pour du profit et puis faire un sens avec l'industrie. Donc, je crois qu'il a été important pour tous les semenciers d'Amérique du Nord. Et toi, Théprine? Moi, autodidacte. Mais je travaillais beaucoup dans l'éducation relative à l'environnement à Montréal, dans les écoles anglophones. Alors, j'avais comme quand même mon travail tournait autour des petits jardins, mais j'avais aucune idée de où est-ce que je m'en allais. Mais moi, j'ai la chance d'avoir des Patrice Fortier, puis des Dan Brisebois, puis des Jean-François, des Coumen. Il y a tellement de ressources maintenant que je suis bien entourée, bien soutenue et il y a aussi toute l'historique de l'agroécologie, puis le travail paysan et paysanne. Alors, il y a vraiment, qui est partagé maintenant, comme Patrice disait, à travers l'Internet, il y a vraiment beaucoup de ressources. Malheureusement, plus en anglais qu'en français, mais ça change aussi. Et j'apprends sur le tas, j'ai fait plein d'erreurs, j'ai fait des croisements, j'apprends, mais au fur et à mesure, j'approfondis mes connaissances et je deviens de plus en plus experte dans les choses qui m'intéressent et j'essaie pas de tout faire comme au début. Ouais, c'est ça. Merci. Patrice, je pense qu'il y a eu plusieurs questions sur l'utilisation de l'angélique, spécifiquement sur les tomates. Je ne sais pas si tu veux revenir juste un peu sur ça. Quelle partie utiliser, à quel moment? Est-ce que c'est vaporisé ou on l'applique au sol? Je viens de lire cette question-là. Ouais. Il y avait deux. Là. Ouais. Premièrement, moi, j'ai des bons résultats et puis je fais ce que je fais chez moi, c'est genre ça fonctionne, puis il faudrait faire des recherches beaucoup plus approfondies pour dire c'est ça qu'il faut faire. Je n'ai pas tendance à dire ce que je fais, c'est ça qu'il faut faire. C'est que ça a donné des bons résultats chez moi. Moi, je l'utilise, je ne fais pas des pulvérisations foliaires beaucoup. Je suis plutôt partisan d'envoyer l'information. Pour moi, c'est toujours de l'information qu'on envoie à la plante. Et puis, je lui envoie aux racines parce que c'est plus dans l'eau d'arrosage où je mets souvent au niveau du sol, comme ça, au fur et à mesure qu'on arrose ou que les micro-organismes dégradent la plante, bien, ça s'en va dans les racines. Je crois qu'il y a beaucoup de capteurs là, dans les racines des plantes et puis qui s'en tirent avec ça. Maintenant, souvent, la pulvérisation foliaire, ça peut agir peut-être de façon plus instantanée. Donc, ça peut être fait aussi. Ce que j'ai dit tout à l'heure, que je répète, c'est que je crois que l'idéal, ça serait d'utiliser la plante entière, donc la racine, tige, feuille. Mais souvent, j'utilise uniquement les feuilles, les tiges et les feuilles. Donc, parce que c'est ce qui est facile à arracher. Mais comme j'ai dit, j'ai vraiment des milliers d'angéliques chez moi. C'est comme, on pourrait dire,
Je suis fétichiste de l'angélique, j'adore l'angélique. Et puis, c'est ce qui est le plus proche de l'ambiance tropicale chez moi dans le bas du fleuve. C'est comme marcher à travers une plantation d'angélique qui sont 8 pieds de haut et plein de petites parulines. Ben, on se croirait comme dans un Costa Rica parallèle, là, je ne sais pas. Donc, je trouve que c'est une plante qui peut nous amener vraiment à nous transporter dans nos jardins et qui fait fondre la neige. Oui, oui, au printemps, quand la neige, il y a encore un pied de neige, l'angélique, elle pousse sur la neige pour pousser, elle sort de la neige. Donc, on a l'impression que c'est elle qui fait fondre la neige. Donc, ça pousse jusqu'au Groenland. Donc, c'est une plante très, très rustique, mais ça prend de l'espace. Puis, si vous êtes dans le sud de la province, je vous suggère de la planter à un peu d'ombre parce qu'elle n'aime pas la chaleur. C'est pour ça qu'elle est très heureuse dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, parce qu'il fait plus frais. Donc, vous pouvez la mettre carrément en dessous d'un bouleau, en dessous d'un arbre, et puis elle va être mon premier jardin à Montréal, parce que moi, je suis issu de jardiner sur les balcons aussi. C'était vraiment à l'abri de la chaîne dans une cour, mais à l'ombre un peu. Puis, on pourrait en faire c'est ça, je vais voir, si je vis assez vieux, ben, je vais peut-être commercialiser un produit, quelque chose comme un produit miraculeux, probablement issu d'une teinture mère de la plante entière. Je te souhaite plein d'années devant toi, Patrice. Malheureusement, j'ai regardé du côté des huiles essentielles, comme les compagnies comme Elixir, ils vendent, mais la distillation de l'angélique, ça donne des très, très petites quantités d'huile essentielle, donc c'est sûrement très efficace, mais ça vaut très cher. Donc, à ce moment-là, ça serait à utiliser en dilution. Il faudrait tester jusqu'où on peut diluer. Parfait, merci. Il y a Marine Morales qui a la main levée. Tu as activé ton micro? Oui, allô? Allô? Merci déjà, c'est super intéressant et inspirant depuis tantôt. Ma question va peut-être un peu sortir du domaine des semences et tout ça, mais ça, moi je suis artiste en danse, puis je vais aller étudier en horticulture l'année prochaine. Alors, je serais vraiment intéressée, Patrice et Téprine, d'entendre un peu comment vous faites cohabiter des projets plus artistiques avec des activités que vous avez, comme j'imagine à quel point c'est demandant, l'agriculture, le maraîchage, la récolte des semences. Alors, j'étais un peu intéressée d'entendre comment vous mariez ces deux activités. Est-ce que vous trouvez qu'elles peuvent se répondre, cohabiter? Voilà. Merci. Patrice, tu veux aller avant ou? Non, vas-y, vas-y. Ben, c'est plus fort que moi. Moi, probablement, je prends trop de temps de mon travail que je devrais. Je ne sais pas, j'ai vraiment besoin d'avoir le ludique. Pour moi, il faut qu'il fait partie de ma vie. Je suis quelqu'un de très visuel, de très sonore, très physique. Alors, j'ai besoin de ça. J'ai essayé vraiment d'être super comme encadrée, vous faire des recherches quantitatives et j'apprends à le faire, mais c'est pas inné en moi de faire ça. C'est plus, moi, je suis plus quelqu'un de comme momentiel, pas chaotique, mais alors de marier les deux qui sont très différents parce que pour produire des choses, pour avoir de l'information, pour être quelqu'un qui peut donner cette information aux gens, il a fallu que j'apprenne à plus être agricultrice que créative. Alors, pour moi, c'était plus comment intégrer l'agriculture dans ma folie. C'était plus ça. Et comme, alors, c'était des gens comme Dan Brisebois qui est beaucoup plus encadré comme personne. Beaucoup plus encadré comme personne qui m'a donné des outils, des choses, des Excel, des choses qui m'ont aidé à gérer mon temps mieux pour être moins dans le « Ah, je suis inspirée par ça, je vais aller regarder ça » ou on va tout commencer à chanter dans le champ. Alors, moi, c'est plus ça, c'est moins comment intégrer l'art, mais plus intégrer, être organisé et de bien... Mais c'est très facile et je m'amuse beaucoup et ça m'a gardé, même en amenant l'art dans le processus avec d'autres artistes, ça m'a gardé plus focus sur
mon travail parce que je commençais à m'ennuyer un peu de tout ce qui est créatif et comme... Pas que les plantes ne sont pas créatives, elles sont très créatives. Ils ont des couleurs, puis ils ont leur propre fréquence, puis ça, c'est toute une autre chose. On pourrait discuter de ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus organisé là-dedans que j'étais très heureuse de ramener, de tout mettre ça dans une boîte artistique. Oui, ben, bien dit, Téphrine. J'aimerais avoir toute ta spontanéité ces temps-ci. C'est peut-être aussi parce que Téphrine, elle a commencé le noyau. Il fait combien de temps? 4 ans? Quelque chose comme ça? 5 ans? 5, c'est ça. Moi, avec pas loin de 20 ans, c'est ce qui est arrivé, c'est que l'entreprise, il y a eu une croissance de l'entreprise, puis la pratique de l'art est devenue de plus en plus un défi. Et j'avoue que j'ai vécu quand même beaucoup de frustration par rapport à ça dans les derniers 10 ans. Donc, j'ai beaucoup de projets sur des tablettes. Et malgré toute l'utopie de mêler, que ça soit plus du tout différenciable, en fait, c'est mon utopie ultime, finalement, c'est que la pratique de l'art et la pratique de l'agriculture ne se dissocient pas. Et parfois, je crois qu'on réussit. Et puis, ça se traduit par des ambiances de travail, ça se traduit par des façons de gérer le travail. Et comme dit Téphrine, je suis un peu comme elle. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour acquérir des outils de gestion plus analytiques et puis pas, sans mettre de côté nécessairement les aspects poétiques, mais trouver des outils de rendre des meilleurs, de me concentrer, si on veut, sur pas ce qui est spécifiquement artistique, parce que je dois travailler plus fort pour y arriver. Et l'idée, c'est de nous permettre d'organiser le temps de sorte que de pouvoir consacrer du temps à des projets plus artistiques. Souvent, je vais accueillir, comme là, j'ai demandé une œuvre, j'ai commandé une œuvre à une artiste vidéaste pour l'an prochain, justement pour stimuler ces espèces de collaboration fertile, si on veut, pour développer le concept de la Société des plantes. Ce n'est pas pour rien que la ferme, déjà le nom de la ferme chez moi m'oblige à être ouvert à autre chose que produire. Donc la Société des plantes, ça ouvre à vivre, développer ce concept de vivre, s'inspirer des plantes et vivre avec les plantes, vivre ensemble. Donc l'art est peut-être l'unique façon d'en parler correctement. C'est l'unique survie, je crois. Et si je meurs et que j'essaie de faire une fiducie avec ma ferme, je veux que l'art reste au sein de la pratique. Mais je vais t'avouer que si tu te lances en agriculture, ça sera un défi de continuer à consacrer du temps. Alors, bien qu'on soit toujours en train de danser. C'est beau. On a de belles discussions ce matin. Il y a René-Claude Martin, je vous amène ailleurs, là, qui a comme question pour la bruche, est-ce qu'il s'attaque à d'autres variétés de semences ou on met seulement les haricots au congélateur 2 semaines? Téphrine, est-ce que tu veux... Est-ce que tu sais? Est-ce que tu peux répéter? Oui. Pour la bruche, est-ce qu'il s'attaque à d'autres variétés de semences ou on met seulement les haricots au congélateur 2 semaines? Est-ce que ça s'applique à d'autres semences ou c'est seulement pour les haricots? Les pois, parce qu'en anglais, ça s'appelle the pea weevil. Je me demande si ça attaque, et peut-être Patrice pourrait m'aider, les pois chiches, tout ce qui est comme des graminées, des choses qui ont comme qui sont de cette nature, les gourganes aussi, j'imaginerais, les heartseed, il y a des plantes comme ça. Est-ce que tu penses que ça rentre ailleurs, Patrice? Moi, étonnamment, il n'y a pas de bruche dans ma région. Donc, c'est un des avantages d'être un peu plus au nord. Là. Elle n'est pas encore arrivée, probablement, je ne sais pas. Mais donc, j'ai souvent congelé. J'ai arrêté de mettre mes haricots et mes pois au congélateur parce que ça ne sert à rien. Mais j'ai des insectes. Ce n'est pas la bruche, mais j'ai d'autres insectes dans les graines de bardane. La bardane japonaise est très visitée. Puis les rosiers, les graines de Rosa rugosa. Donc, j'ai arrêté de commercialiser les graines de Rosa rugosa après que
J'ai une cliente qui s'est plainte que quand elle a ouvert le sachet de semences, il y a des insectes qui sont envolés en dehors du sachet. Donc, c'est parce que même en les congelant, dans le cas de Rosa rugosa, ces insectes-là, j'oublie le nom, j'arrive pas à m'en débarrasser même avec la congélation. Alors, les autres espèces de rosiers que je cultive, Rosa villosa et puis Rosa canina, ça ne semble pas être un problème. Donc, il y en a sûrement d'autres. Ouais. OK, merci. Je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Je regarde l'heure, je pense qu'on a le temps. Il y a Gabriel Martin-Labrosse qui pose une question sur le tabac, sur les variétés de tabac. Il aimerait une variété de tabac pour créer un blend ou un mélange pour ses récoltes de tabac Virginia Gold qui rehausserait le goût à la combustion. En d'autres termes, quel tabac aurait un goût plus fort pour culture à Montréal? Est-ce que vous êtes-vous familier avec le tabac? Ben, moi, il y a un homme dans le village ici. Quand j'ai commencé la Société des plantes il y a 20 ans, cet homme-là est décédé maintenant, mais c'était un de mes voisins qui faisait un mélange de 2 sortes de tabacs ancestraux qui étaient souvent cultivés au début, même depuis les années 20, je crois. Donc, il y en a un qui s'appelle Grand Rouge Fort, qui servait justement à ça. Donc, il l'utilisait en plus petite quantité pour donner du torque. C'est un tabac à pipe originalement, mais lui, il l'utilisait pour aromatiser, donner de la puissance à son mélange à cigarette. C'est une variété qui s'appelle Grand Rouge Fort, qui est beaucoup plus puissant. Merci. Je pense que c'est déjà l'heure de conclure. On n'a pas passé à travers toutes les questions. Il y en avait plus que le temps qu'on avait d'allouer. Mais comme je vous avais mentionné, il y a déjà les coordonnées de nos invités dans le chat. Vous pouvez les contacter avec bienveillance. Clémence, Téprine, Patrice, je vous remercie énormément d'avoir pris du temps aujourd'hui pour être avec nous. Je vous remercie aux participants qui ont posé des super questions. Je vous invite à notre dernière foire aux questions, qui est de la Fête des semences. C'est à 1h, puis aussi une conférence à 19h. C'est la conférence des jardins de l'Écoumène. Donc, merci encore une fois à nos 3 invités. C'était super chouette. Merci. À la prochaine! À la prochaine!